Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faf and Curious et aujourd'hui je reçois Jonathan Sturel, auteur, éditeur, la délégation des siècles. Bonjour Jonathan, comment allez-vous? Bonjour Alexandre, bah ma foi je vais très bien, comme à chaque fois que je suis invité ici. Ah mais j'en suis très honoré. Et d'ailleurs justement, Faf and Curious, vous connaissez le principe, hein, je vais vous faire souvent deux propositions, choix A, choix B, et vous devez trancher, vous devez répondre l'un des deux choix. Les questions sont bien évidemment de plus en plus difficiles, elles sont croissantes, mais je suis sûr que vous allez y arriver. Bravo pour votre courage d'avoir accepté l'émission avant qu'elle commence d'ailleurs. Alors tranchons ça. Eh ben, on va parler de vos loisirs pour commencer. Est-ce qu'il y a une chanson que vous pourriez écouter en boucle? Oui, mais je connais plus le titre en fait, je crois que c'est L'homme et la mer de Léo Ferré. D'accord. J'ai cru que vous alliez nous la chanter pour retrouver le Non, titre. ça n'ira pas jusque-là. Vous êtes plutôt internet ou télévision? Bah internet par définition, ouais, et par la force des choses aussi. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Ah bah c'est le mien, c'est Napoléon à Montmédy parce qu'il a été nécessaire de le relire une ultime fois avant de l'envoyer à l'impression, donc c'est le dernier en date que j'ai lu, voilà. J'y peux rien, mais c'est comme ça. Normalement, quand le Fast and Curious sort, il devrait être tout juste sorti, ou alors depuis une semaine, donc n'hésitez pas à le commander. Parce qu'on devrait être fin septembre, là, normalement. Quel est le prochain livre que vous comptez lire? Eh bien, ce sera Pilleurs d'épave de l'écrivain et aventurier Henri de Montfred, que je conseille d'ailleurs à nos interlocuteurs, là, à nos auditeurs. Henri de Montfred, c'est vraiment très bien. C'était un aventurier, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé sur les navires et sur la mer et à qui il est arrivé des choses absolument incroyables et qui avait un talent littéraire absolument exceptionnel. Et il a écrit un grand nombre de livres, de romans, dont certains sont autobiographiques, directement autobiographiques ou largement inspirés de choses qu'il a lui-même vécues ou vues. Et moi qui adore, la littérature d'aventure et la littérature des horizons lointains, je me régale avec Henri de Montfred. Donc ce sera le prochain, c'est prévu, il est posé, ce sera Pilleurs d'épave d'Henri de Montfred. Bien, merci à vous. Et quel livre vous ne comptez jamais lire? Alors quel livre en particulier? Il y en a trop. Alors quel genre de livre je ne pourrais jamais lire? Ce sont les livres écrits par des hommes politiques encore en activité. Par exemple, François Hollande a publié un livre, par exemple Michel Barnier l'a fait, Olivier Véran. Je trouve qu'il y a absolument aucun intérêt à lire le livre d'un homme politique encore en activité, puisque comme il est encore en activité, il est encore tenu, par tout ce qui fait qu'il est un homme politique du système, c'est-à-dire par les secrets, par les combines et cetera. Ce qui peut être intéressant, c'est de lire le livre d'un homme politique qui a exercé il y a un certain nombre d'années, qui est maintenant très avancé en âge, qui n'a plus rien à perdre et qui aura donc là plus de facilité à dire certaines choses qu'il n'aurait pas dites préalablement. Hem Olivier Véran qui écrit un livre sur la crise du Covid, 1 an ou 2 ans après le Covid, alors qu'il est encore député ou encore candidat à la députation, ça n'a aucun intérêt. Le livre ne sera qu'une apologie de lui-même, où il expliquera, quel bon choix il a fait et cetera, sans jamais nous dire s'il y a eu des tractations en coulisses, s'il a subi des pressions et cetera. S'il a subi des pressions en coulisses, ça, il nous le dira dans 30 ans, lorsqu'il écrira ses mémoires à l'article de la mort et qu'il n'aura plus rien à perdre. Donc catégorie de livres que je ne lirai jamais, qui ne présentent à mon avis, mais aucun intérêt, mais absolument aucun intérêt, ce sont les livres donc d'hommes politiques, ministres, présidents et cetera, encore en activité ou qui ne sont plus en activité, mais qui sont encore dans le système médiatique et cetera. Ça n'a vraiment aucun intérêt, aucun intérêt. Ouais, bien vu, c'est une bonne remarque. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, vous êtes plutôt livre ou liseuse? Ah bah, livre papier, absolument. Bien. J'aime beaucoup le contact charnel du livre, que ce soit le livre récent, mais surtout le livre ancien. J'aime beaucoup ces choses-là. Quel est votre film préféré? Alors, je ne sais pas si c'est mon film préféré, dans le sens où j'ai pas un film préféré, mais celui que j'ai le plus de plaisir à regarder, à re-regarder, à re-re-re-regarder, c'est Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet avec Audrey Tautou. Ce film, pardon, est une beauté absolue sur l'aspect technique, sur l'aspect graphique, esthétique, la musique, la photographie, tout est très, très beau dans ce livre, les acteurs, la mise en scène de Jeunet. Un long dimanche de fiançailles, ça se passe, dans les événements juste après la Première Guerre mondiale et le film, décidément, je vais pas y arriver et le film est absolument c'est un ravissement pour les yeux, c'est un ravissement pour les oreilles grâce à sa très belle musique, c'est un ravissement pour le cœur et pour l'âme. J'aime beaucoup Un long dimanche de fiançailles. C'est le genre de film que je suis capable de regarder, une quantité, indéfinissable de fois. Ok, très bien. Quelle est votre série préférée maintenant?
Là, par contre, je vais devoir faire une réponse qui va un peu trancher avec ce que nos milieux ont l'habitude d'entendre, j'imagine. C'est une série américaine et c'est même 2 séries américaines, donc c'est une série américaine plus une autre qui lui est dérivée. Mais là, encore une fois, j'ai pas inventé l'eau chaude. C'est une série qui est adorée par des millions de gens à travers le monde. C'est Breaking Bad, que j'ai vraiment adoré. Et la série, qui fait suite à Breaking Bad, qui en réalité, du point de vue chronologique, se passe avant Breaking Bad, c'est Better Call Saul, qui se concentre sur l'un des personnages de Breaking Bad, qui est en l'occurrence Saul Goodman, l'avocat de Breaking Bad. Ces 2 séries sont magnifiques. Voilà, c'est pas, la construction narrative, scénaristique, la mise en scène, c'est un bijou techniquement parlant, artistiquement parlant. Ces 2 séries sont absolument exceptionnelles, mais là, honnêtement, je n'apprends rien à personne. C'est les deux séries préférées de mon adjoint, celui qui a fait l'affiche Donnons un avenir aux enfants blancs. Vous vous entendriez Vous très avez bien un avec excellent lui. adjoint. Ah, bah je lui dirai, je lui transmettrai l'extrait. Est-ce que vous avez un chanteur ou un groupe préféré? Non, j'ai pas de chanteur ou de groupe préféré, non. Non, D'accord. non. Bon, bah, ou même compositeur peut-être. Bah, en fait, le fait est que j'écoute assez peu de musique, Ah oui. j'écoute assez peu de musique en réalité, donc non, je n'ai pas de chanteur en fait, préféré. Pendant un temps, je m'étais pris de passion pour, un duo d'artistes australiens et c'est Angus et Julia Stone. C'est en fait un frère et une sœur qui me je m'en suis un petit peu départi maintenant parce qu'ils ont évolué d'une manière que j'ai moins appréciée. Mais lorsqu'ils avaient une audience un petit peu plus confidentielle, lorsqu'ils étaient 2 artistes australiens, qui faisaient des musiques un petit peu tendres, un petit peu douces, un peu des ballades et cetera. Après, ils ont été approchés par les États-Unis, ça a changé un petit peu leur style de musique et leur style, leur apparence et cetera. Donc je m'en suis un petit peu départi à ce moment-là. Mais, sinon, les premiers albums d'Angus et Julia Stone, c'était vraiment très bien, j'aimais beaucoup. C'est probablement ce que j'ai le plus écouté, ces dernières années. Bien. Vous êtes plutôt chasse ou pêche? Oh bah, honnêtement, ni l'un ni l'autre, en fait. J'ai jamais mis les pieds ni à la chasse ni à la pêche, Ok. et si je devais choisir, je choisirais de ne pas choisir. Je n'ai d'attrait je n'ai d'attrait personnel pour aucune de ces 2 activités, même si je comprends parfaitement qu'on puisse les aimer et je comprends leur utilité écologique et cetera et leurs valeurs traditionnelles et cetera, mais honnêtement, c'est pas pour moi. D'accord, ok. Très bien, j'accepte. Musculation ou bistrot? Ah bah, ce sera musculation en l'occurrence, ouais. Très bien. Randonnée ou sieste? Randonnée. Randonnée, d'une manière générale, le sport, quoi. J'en fais tous les jours. Je suis un fondu de sport et donc ce sera la randonnée. Très bien. On va poser des questions d'ordre gastronomique si vous le voulez bien. Vous êtes plutôt beurre doux ou beurre salé? Si je suis plutôt quoi? Beurre doux ou beurre salé, excusez-moi. Ah pardon. Bah, à vrai dire, je vais dire beurre salé, mais j'en consomme très peu. Mais si je dois choisir entre les 2, ce sera beurre salé pour la tradition gastronomique à laquelle ça se raccroche, tradition bretonne qui est très belle. Tout à fait. Fromage ou dessert? Malheureusement, dessert. Malheureusement. C'est un vice. Je C'est un comprends. vice. Ça C'est dit un vice, surtout quand on fait du sport et qu'on essaie d'être en bonne santé, on et qu'on s'intéresse à ces choses-là, on comprend très vite que le dessert, en règle générale, n'est pas le meilleur allié de la santé. Le Ça fromage dépend non plus, je évidemment des crois, quantités. hein. Je crois que le Pas fromage, le c'est pas bon fromage non non plus. plus, non, non, oui, pas terrible non plus, ouais. Pas terrible non plus, en effet, enfin, c'est bourré de graisses saturées, enfin, il y a beaucoup de graisses saturées dedans qui sont pas les bonnes graisses, mais à à quantité modérée, voilà, c'est la dose qui fait le poison, hein. Un bout de Oui, fromage de temps en temps ou un dessert de temps en temps, c'est inoffensif, hein. c'est vrai, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Rhum ou whisky? Bah, aucun alcool, donc Ah, absolument aucun. vous consommez aucun alcool, d'accord, j'étais pas au courant. Non, aucun alcool. Ok, je ne savais pas, je ne savais pas. Bah du coup, je vais pas vous poser la question vin blanc ou vin rouge. Donc, Non, voilà, forcément, je vais pas vous poser non plus la question. Ah bah, Cronenbourg ou Tourtel, du coup. J'imagine Tourtel. du coup, ça va être Tourtel parce qu'il me semble que c'est Il me une semble sans que alcool, non? Tourtel, c'est sans alcool, c'est pour ça que je vous ai, ouais, Ouais, c'est pour ça que je d'accord, pose la bon, bah, question. dans le doute, j'en bois pas de toute manière, mais bon, bah, s'il faut choisir, ce sera Tourtel, mais bon, Ah parce mais que je c'est sans comprends. alcool. Je comprends. Bah du coup, ça annule la moitié de mes questions, parce que ma question d'après, c'était digestif ou apéritif. Ah bah oui, oui, ça va annuler toutes les questions sur l'alcool, oui. Ah ouais, ouais, bah c'est le parti de la France, hein. Ouais, oui, il y a pas de souci. Il y a pas de problème.
Bah, vous avez pas répondu tout à l'heure, par exemple, à chasse ou pêche, parce que vous pouvez pas trancher, mais dans ce cas, vous êtes plutôt viande ou plutôt poisson? Bah, alors, plutôt viande, même totalement viande, en fait. Le poisson représente, une partie, quasiment insignifiante de mon alimentation, ce qui n'est pas bien, hein. Il y a des poissons qui sont très bons et cetera, mais c'est une question aussi d'habitude, c'est une question d'habitude, en fait. Puis, ouais, faut reconnaître aussi que quand on passe devant, l'étal des poissonniers, ça sent pas bon, ça sent la marée basse, bon, je suis un peu, en retraite de ces choses-là. Je comprends tout à fait. Steak frites ou couscous? Ah bah, steak frites, hein. Steak frites, oui, steak frites. Ce Viande qui veut pas dire que blanche? je ne mange jamais de couscous, hein, j'en mange, hein, j'ai aucun problème avec ça, mais à choisir, plutôt steak frites, ouais. Oui, tout à Et fait. j'ai entendu viande blanche? Viande blanche ou viande rouge? J'aime les 2, mais gustativement parlant, il est vrai quand même que la viande rouge est plus intéressante d'un point de vue gustatif et la viande blanche, peut être bonne, mais à condition d'être cuisinée, à partir d'un certain nombre de critères et cetera. Donc pour le goût, ce sera la viande rouge, mais pour les intérêts, nutritionnels, ce sera la viande blanche pour moi. Très bien. Vous êtes plutôt sucré ou plutôt salé? Ah bah, sucré, ouais, sucré. D'accord. Avec modération évidemment, mais à la place de l'alcool, mon vice à moi, c'est le sucre, ouais. Ok, je comprends. Barbecue ou salade de quinoa? Bah, du coup, barbecue, tiens. Barbecue, bien sûr. Hmm. Oui, barbecue. Barbecue pour plein de raisons. D'abord parce que c'est bon gustativement et ensuite parce que j'associe, barbecue à non seulement à quelque chose qui est du domaine de l'alimentation, mais aussi, il y a une dimension sociale et affective, dans le barbecue puisque généralement on se fait jamais un barbecue tout seul. On est entouré de ses amis, de ses proches et cetera. Donc il y a la dimension sociale du barbecue qui me le fait préférer au quinoa, qui cette petite salade un peu qu'on va manger soi-même dans son coin, Hmm. donc pour le côté, festif, pour le côté collaboratif même, pour le côté amical, familial, le côté, traditionnel aussi d'une certaine manière du barbecue, je choisis. Kebab ou McDo? Alors kebab non, ça c'est sûr, McDo ça peut arriver mais extrêmement occasionnellement et c'est généralement en dernier recours lorsque je suis pas chez moi, que je suis loin de chez moi, qu'il est nous sommes à une heure où, je trouve rien d'autre d'ouvert et je vais m'arrêter ça, mais c'est histoire de me nourrir. Mais j'ai pas, d'affection particulière, même si je reconnais que ça peut être bon au goût, puisque tout est fait pour que ce soit bon au goût. C'est enrichi en sucre, c'est enrichi en sauce, c'est enrichi en graisse, donc c'est fait pour être bon. C'est fait pour parler à nos papilles gustatives, en fait. On est programmé, neurologiquement pour apprécier des choses qui sont sucrées, grasses et cetera. Mais bon, comme c'est très calorique et que ça reste une alimentation, de basse qualité, j'évite et j'encourage les autres à éviter aussi. Avec modération, encore une fois, c'est la dose qui fait le poison. Tout à fait, tout à fait. Cigare ou cigarette? Je suis non-fumeur, donc là pareil, ni l'un ni l'autre. Ah d'accord. Donc si je vous dis cigarette électronique ou chicha, ni l'un ni l'autre aussi. Ni l'un ni l'autre. Très bien. On va tenter de vous décrire à présent, si vous le voulez bien, est-ce qu'il y aurait une chanson qui vous représente? Une chanson qui me représente? Oui. Oui, 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 il y en a une. C'est une chanson que j'aurais pu écrire moi-même dans une démarche totalement autobiographique, c'est «Hier encore» de Charles Aznavour, qui est, une chanson dans laquelle, Charles Aznavour se retourne sur son passé. Il se rappelle quand il avait 20 ans et des années perdues, à mener une vie de bohème, à ne pas prendre les choses au sérieux et il se rend compte qu'en fait, le temps, dont nous disposons sur la terre est limité, qu'il faut en faire un usage le plus bénéfique possible et que la oisiveté, on le paye un jour. Alors je n'ai pas été oisif, mais la chanson «Hier encore», me correspond, mais même, totalement, quoi. Donc c'est celle-ci qui me représente Oh, le mieux, à ma connaissance, hein, peut-être d'autres que je ne connais pas. très bien. Est-ce qu'il y a un personnage historique qui vous inspire? Oh, il y en a beaucoup, heureusement qu'il y en a beaucoup. Oui. Je suis particulièrement inspiré, mais là encore une fois, je vais enfoncer une porte ouverte. Alors par Jeanne d'Arc, pas dans le sens où je voudrais réitérer ses exploits, pas dans le sens où je m'identifie à elle, en ce sens que si j'avais vécu à son époque, j'aurais aimé faire ce qu'elle a fait et cetera. Mais en ce sens qu'elle est un modèle d'engagement, total, d'engagement jusqu'à la fin, d'engagement sans reniement, heu, de maintien sur une ligne de conduite alors que tout
autour d'elle l'a poussée à se renier. Elle ne l'a pas fait, donc c'est voilà un modèle dont on peut s'inspirer. Modèle de piété également, modèle de foi et cetera. Voilà, c'est un personnage comme on n'en fait plus, comme on n'en fera peut-être, plus jamais malheureusement. Donc voilà un personnage historique qui m'inspire, mais il n'est vraiment pas le seul, hein. Il y en a beaucoup qui m'inspirent pour des raisons différentes. Paul Déroulède, par exemple, dont on a parlé dans une autre émission, m'inspire aussi beaucoup, parce que c'est aussi quelqu'un qui a une ligne de conduite et qui s'y est tenu toute sa vie. En fait, d'une manière générale, les personnages historiques qui sont des bâtisseurs m'inspirent. Il y a des personnages historiques qui sont des bâtisseurs et d'autres qui sont des destructeurs. Incontestablement, la plupart des grands personnages historiques de la Troisième République, par exemple, sont pour moi des destructeurs, hein. Mmh. Des gens que l'on encense, même les Clémenceau, les Gambetta, les Ferry, etc. Pour moi, ce sont des destructeurs. Ce sont des gens qui ont hérité d'un monde qui leur est arrivé entre les mains et qu'ils ont tâché tout au long de leur carrière politique de modifier pour le rendre autrement qu'il était comme ils l'ont reçu, Mmh. lorsqu'ils l'ont reçu. Donc pour moi, ils ont détruit quelque chose. Mais il y a des gens qui sont des bâtisseurs, voilà, y compris des gens avec qui j'ai pas forcément d'affinité particulière. J'imagine que le baron Haussmann est un bâtisseur. Philippe le Bel est un bâtisseur. Saint-Louis est un bâtisseur. Mais même Napoléon, d'une certaine manière, est un bâtisseur. Même si c'est quelqu'un qui, pour bâtir, a dû détruire. Donc c'est ambigu, mais voilà. D'une manière générale, la race des bâtisseurs, et c'est la race qui m'intéresse. La race des bâtisseurs et la race de ceux qui ne renient pas. La difficulté, c'est de bâtir sans renier. Parce que Mmh. si il y a nécessité de bâtir quelque chose, c'est que souvent ça veut dire que l'on a préalablement détruit quelque chose et qu'il faut rebâtir sur les ruines. Donc je ne veux pas de quelqu'un qui bâtit sur les ruines qu'il a lui-même causées. C'est pour ça que je suis un peu sceptique sur Napoléon. Il a contribué à la grande destruction de la France en étant un homme de la Révolution. Il a rebâti quelque chose il a été un bâtisseur sur quelque chose qui a été préalablement détruit, notamment par lui. Donc j'aime les bâtisseurs qui héritent d'un monde détruit et qui le rebâtissent. Mais je n'aime pas ceux qui détruisent pour rebâtir autre chose. Donc voilà, c'est compliqué, je m'égare, je complexifie peut-être inutilement ma réponse, mais alors je vais rester sur Jeanne d'Arc. C'était très bien Jeanne d'Arc. Inspirer, mais pas imiter. Vous êtes plutôt famille, amis ou politique? Famille, pour toujours. D'accord. Vous êtes plutôt voyageur ou casanier? Je suis un casanier qui a longtemps rêvé de voyage, qui s'est longtemps intéressé à la littérature de voyage pour cette raison, par exemple Henri de Montfred, dont on parlait, mais aussi Jules Verne, évidemment, les romans de Pierre Loti. En fait, d'une manière générale, même Robinson Crusoe, ces choses-là, j'ai eu, un goût prononcé pour le voyage, pour l'horizon, pour l'aventure et cetera, sans jamais oser être moi-même un voyageur et être un aventurier. Donc j'ai beaucoup voyagé par procuration, en lisant des livres ou en regardant des films, sur ce thème-ci. Mais le fait est que je suis malgré tout, malgré cette aspiration, un enraciné définitivement et donc plutôt un casanier en ce sens que lorsque j'ai mes racines quelque part, il est difficile de m'en déloger. Donc je suis, dans les faits, plutôt un casanier, mais en songe et en «fantasme» entre guillemets, plutôt un voyageur. Là, je me faisais petit aparté, mais hier, je me faisais la réflexion, 20 000 lieues sous les 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, au final, c'est pas si éloigné de ce qu'on a découvert plus tard sur les abysses, hein. Au final, il était pas si loin de la réalité. Oui, oui, c'est vrai. Bon, on pourrait discuter longtemps de Jules Verne, en effet, c'est très intéressant à plein d'égards. Il y a peut-être un petit côté un peu visionnaire chez lui, même si c'est vrai qu'à cette époque-là, on a beaucoup écrit sur les progrès de la technique tels qu'on se les imaginait. On s'est beaucoup trompé, mais parfois, forcément, voilà, une horloge en panne, elle donne l'heure juste 2 fois par jour, Ouais, donc mais voilà, c'est intéressant. Mais par contre, ce qui est intéressant d'une manière plus générale, c'est que beaucoup des récits de science-fiction ou d'anticipation des années, même 40, 50, 60 et cetera, de grands auteurs comme Philippe Cadic et cetera, bon évidemment George Orwell et cetera, mais il y a beaucoup de choses qui étaient du domaine de la science-fiction qui sont devenues progressivement, du domaine de la science, en réalité, de la science tout court, voilà. Il y a beaucoup de choses à apprendre, des auteurs de science-fiction d'hier qui s'imaginaient le monde de demain, c'est-à-dire notre monde à nous ou celui que nous allons connaître bientôt et là, on se rend compte qu'effectivement, il y a des gens qui, dans cette catégorie d'écrivains, qui ont eu des inspirations absolument exceptionnelles et qui étaient parvenus à s'imaginer un monde, à se figurer le monde d'aujourd'hui tel qu'il est plus ou moins devenu en effet, quoi. Et ça mmh. nécessiterait une émission tout entière, parce que c'est un sujet vraiment passionnant. Bah, tout à fait, tout à fait. Vous préférez éditer ou écrire? Moi, je préfère écrire, oui, je préfère écrire. J'adore écrire, en fait. Même si c'est difficile d'écrire, c'est un sacerdoce d'écrire, en fait. Donc faut se faire violence pour écrire, hein, surtout quand on essaie d'écrire bien, parce que lorsqu'on essaie d'écrire bien, on ne peut pas défaillir, en fait. On ne peut pas se dire, «Je vais me mettre à ma table de travail et je vais enchaîner les phrases».
Ça, on peut le faire, mécaniquement, même le matin lorsqu'on a la tête un peu dans le cirage et cetera, ou le soir quand on est fatigué. Pour essayer d'écrire bien de manière un peu, noble, il faut être dans de très bonnes dispositions, d'énergie, de concentration, de mobilisation de ses ressources et cetera, et donc il faut savoir se faire violence. Donc c'est difficile en réalité d'écrire. Écrire, c'est difficile, mais c'est tellement plaisant et la satisfaction est tellement grande lorsque l'on a abouti à un projet littéraire que ça nécessite et ça justifie plutôt totalement les efforts auxquels il faut consentir pour y parvenir. Mais éditer, c'est bien aussi. Vous êtes davantage patriote, souverainiste, conservateur ou nationaliste? Bah, je vais dire patriote en ce sens que la notion de patriotisme inclut toutes les autres. Moi, je pense pas qu'on puisse être souverainiste sans être identitaire et inversement. Il faut 2 jambes pour avancer sans tomber. Donc moi, je marche sur mes 2 jambes. Je suis à la fois souverainiste en ce sens que je veux que la France, soit autosuffisante, dépende d'elle-même et s'assume comme une grande, et en même temps identitaire, parce qu'une France qui s'assumerait elle-même d'un point de vue administratif, légal, juridique ou constitutionnel, mais qui serait, constituée à 30, 35, 40, 50 ou 60 d'éléments extra-européens, bah, ça me fait une belle jambe que cette France-ci, soit autonome d'un point de vue, constitutionnel. Donc il faut une France qui soit française dans son administration et qui soit française dans sa population. Donc je suis à la fois souverainiste, évidemment, et identitaire. Je n'oppose pas les 2, contrairement à ce que certains, essaient de faire. Beaucoup de gens, opposent les 2. Il n'y a pas de raison d'opposer les 2 en réalité. On ne peut pas être l'un sans l'autre, et être l'un prend toute sa justification lorsque l'on est l'autre également et inversement. Parce que j'allais justement citer certains commentaires, vous pouvez être sûr que vous allez avoir des Asselineau et des Philippot dans les commentaires. Quand vous dites Mais on alors peut... voilà, typiquement, Asselineau, c'est intéressant. Intéressant, c'est intéressant, mais voilà, il n'a pas intégré la dimension identitaire en réalité. Ah non. Donc, c'est moi voilà, une France qui serait souveraine comme l'entend Asselineau, mais qui serait composée, comme cela ne dérangerait pas Asselineau, d'une moitié de population extra-européenne, cette France-là n'est plus la France pour moi. Donc qu'elle soit souveraine ou pas, à la rigueur, ça ne m'intéresse même plus de le savoir. Le combat est fini, on a perdu, on est mort à ce moment-là. Donc D'accord. voilà, il faut qu'elle soit française dans son administration et dans sa population. Plutôt Facebook, Telegram ou X? Alors Facebook, sûrement pas, après y avoir été, pendant longtemps, après avoir été très actif pendant longtemps. Mais, d'un point de vue de la diffusion des idées, c'est vraiment pas le bon plan puisque, ça fonctionne beaucoup en vase clos. Tandis que l'algorithme de X, anciennement Twitter, permet, une audience beaucoup plus large. Donc lorsqu'on est dans une démarche qui consiste à diffuser des idées et du contenu culturel, c'est beaucoup mieux de toucher le plus de monde possible, et Mmh. voilà, Twitter, enfin anciennement Twitter, X, c'est quand même l'endroit où il faut être. C'est the place to be comme on dit, c'est vraiment là que tout se passe, c'est là où on apprend les choses en 1er. Il se passe quelque chose dans le monde, le premier endroit où on va en parler, ce sera où vous trouverez quelqu'un qui en parlera, ce sera sur X. Donc c'est vraiment l'endroit où il faut être, et Telegram aussi, j'aime bien pour le côté, pour le coup, un petit peu plus confidentiel, où, lorsque quelqu'un commente sur Telegram ou que je vois, c'est généralement quelqu'un que je connais, que je reconnais, dont je reconnais le nom, le pseudo, grâce à ce côté un peu plus confidentiel et peut-être quasiment familial, alors que sur Twitter, on peut faire, enfin vous le savez d'ailleurs, on peut faire une publication qui va toucher des centaines de milliers d'auditeurs, et amener, sur votre mur des commentateurs que vous ne connaissez pas. Donc c'est voilà, Twitter, c'est un peu la place du marché, et où il faut être aussi, et Telegram, c'est peut-être un petit peu plus, le salon où on est entre amis, et en Mmh. famille. Donc mais j'aime les 2. Ah, vous me dites, vous le savez, vous êtes déjà tombé sur certains de mes tweets alors. Enfin, j'imagine, ça se Oui, fait oui, autour d'elle. Ah, ok, ok. je sais que certains de vos tweets ont percé, comme on dit dans le jargon. C'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, c'est assez intéressant, c'est parce que effectivement, ça fait énormément de vues. Mais le nombre d'abonnés, je trouve, il augmente vraiment petit à petit, quoi. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Oui, très, 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 très peu, c'est vrai. Et puis en plus, je pense que Elon Musk se joue un petit peu de nous, parce que lorsqu'il a lancé, l'idée de faire apparaître publiquement le nombre de vues réalisées par un tweet, hein. Vous savez que maintenant sur un tweet, vous savez combien de vues, combien d'impressions il appelle ça. Il avait proposé un service de rémunération qui rémunérait à hauteur du nombre de vues que vos activités tweetesques réalisaient sur un mois. Et je pense qu'au moment où il a lancé ce projet-là, le nombre de vues, le nombre d'impressions qui apparaissaient sous les tweets était largement, surévalué. Évalué. Et largement surévalué. Donc je pense que c'était pour inciter les gens, que les gens se disent: «Ah, mes tweets font énormément de vues, bah, je vais tout de suite adhérer au bazar pour pouvoir,
être rémunéré à hauteur du nombre de vues que je fais. Et maintenant qu'il a un peu abandonné ce projet, qu'on n'en parle plus trop, les tweets, réalisent des performances de vues, beaucoup plus modestes. Voire certaines fois, je pense que l'algorithme est complètement faussé, où vous avez, une publication qui va faire, 1000 pouces, 1000 likes, 1000 Ouais, c'est vrai. likes, et des centaines de partages, et vous allez avoir, 12 000 vues. Enfin, mathématiquement, c'est pas possible que quelque chose qui a été partagé des centaines de fois, donc qui est apparu sur des centaines et des centaines de murs d'autres personnes, ne fasse que 12 000 vues. Donc, l'algorithme du nombre de vues, c'est un peu n'importe quoi, je pense, sur Twitter en ce moment. C'est vrai, c'est vrai. Pareil, hein, j'ai plusieurs tweets qui ont plusieurs millions de vues, mais 700 likes. Et inversement, je peux avoir un post qui a 1000 Oui. likes, mais 50 000 vues, quoi. Donc Ah, c'est vrai que c'est bizarre. ponctuellement, pourquoi pas, mais quand ça devient un système qu'on peut observer quasiment tout le temps, c'est qu'il y a une petite faille dans la matrice. C'est étrange. Vous êtes plutôt diplomatie ou bourre-pif? Ça va vraiment dépendre, des circonstances, et ça va souvent dépendre du thème. Comme tout le monde, j'ai des tabous. Il y a des sujets sur lesquels je ne plaisante pas, j'ai pas envie de plaisanter. Donc, il y a des sujets sur lesquels, certains propos, vont être, très mal accueillis par moi très vite. Heu Sur lesquels j'ai aucun humour, par exemple, ni aucun recul, et que j'assume Ok. totalement. Et d'autres sujets sur lesquels je suis moins impliqué émotionnellement, sur lesquels je suis capable de discuter, de débattre, diplomatiquement pendant longtemps même. Mais sur certains autres sujets, un mot de travers, des fois, peut suffire à me donner envie de passer à d'autres méthodes. Et c'est délicat de vous demander les sujets sur lesquels vous avez des Il y en a un tabous. certain nombre. Il y en a un certain nombre, par exemple, typiquement, les sujets qui touchent aux religieux. Voilà, Ok. quelqu'un qui va revendiquer son blasphème devant moi, qui va tenir des propos désobligeants, et cetera. Alors quand il le fait sur internet, il y a la distance, il y a les écrans, et cetera. Mais voilà, face à moi physiquement, je peux, réagir de manière un peu, soupe au lait. Typiquement, il y a un autre sujet, c'est l'avortement, voilà, enfin, moi, je sais pas pourquoi, mais l'avortement, quelqu'un qui revendique fièrement devant moi, son droit à l'avortement, c'est pas ça qui va m'énerver, mais quelqu'un qui va s'en amuser et qui va se féliciter d'avoir avorté dans une démarche un peu provocatrice, s'imaginant provoquer le réac que je suis, et cetera, ça va pas me faire rire du tout. Puisque là, on Mhm. touche au sacré, on touche à la vie, on touche à une vie que l'on a ôtée, que l'on a interrompue, et cetera, et j'ai beaucoup de mal à plaisanter ou à rester, serein sur ces sujets-là. Par contre, sur plein d'autres sujets, ça va. Évidemment, j'ai des taux di là, c'est pas politique, c'est plus personnel, mais des propos déplacés sur ma famille en ma présence, généralement, ça n'arrive qu'une fois. Très bien. Ok. Vous êtes averti, auditeur. Vous êtes plutôt ville ou campagne? Heu, Moi, je vis dans un endroit qui est à mi-chemin entre les 2. C'est pas le monde rural, hein, je suis pas dans une ferme, je suis pas dans le centre-ville de Lyon non plus. Je suis dans une ville qui a ses commodités, qui reste une ville à dimension humaine. Donc c'est la France peut-être, je crois, un peu périphérique, des villes qui ont quelques milliers d'habitants. Qui s'organisent, qui fonctionnent assez bien en règle générale, qui sont assez préservés d'un certain nombre des maux que nous connaissons et que nous dénonçons à longueur de temps. Donc je dirais que je ne suis pas de la ville à proprement parler, ou alors à petite dose, parce que la ville présente aussi ses intérêts, ses séductions, et cetera, ses atouts. Paris, c'est magnifique, hein, de toute façon, je peux pas le nier. J'aimerais bien, vivre 6 mois à Paris, par exemple, mais pas toute une vie, quoi. Et j'aimerais bien aussi vivre 6 mois dans une ferme, perdue du Cantal, mais pas toute une vie non plus. Ok, je comprends. J'ai besoin un peu des deux. Les 2. Euh, Tradition ou Hybride. modernité? Évidemment tradition en politique, évidemment tradition dans mon rapport aux autres, évidemment tradition par tempérament, ce qui ne m'empêche pas d'utiliser, un certain nombre des outils de la modernité comme je le fais actuellement avec vous, c'est-à-dire mon micro, mon ordinateur, ma connexion. Je crois que c'est Henri de Lesquin, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, mais qui avait dit que son modèle de civilisation, c'était Saint-Louis plus l'ordinateur. C'est-à-dire une certaine forme de verticalité traditionnelle issue de l'anthropologie, mais avec les outils de la modernité au sens technologique du terme. Pas la Hmm. modernité des mœurs, pas la modernité, de de ces choses-là. Donc c'est la phrase d'Henri de Lesquin, la bonne civilisation, c'est pour nous aujourd'hui, hein, c'est en gros résumé dans cette phrase qui dit Saint-Louis plus l'ordinateur, c'est pas mal et ça correspond assez bien à ce que je suis. Ok, je comprends. Plutôt voile ou plutôt vapeur?
Bah, j'ai parlé d'Henri de Montfred tout à l'heure et donc du charme, des aventures en mer et cetera. Donc la voile, c'est beau, c'est beau, c'est beau les bateaux à voile et cetera. J'aime beaucoup les bateaux à voile. Je ne saurais pas en manœuvrer un moi-même, donc je vais plutôt répondre ça, parce que j'imagine que le sens de la question, c'était ça, quoi. Non, c'était pas ça. Mais c'est toujours une question sur laquelle Ouais. butent mes avis. Voile ou vapeur, vous connaissez pas l'expression? Ah, alors je la connais, mais on parle de sexualité là? Ah oui, c'était ça, effectivement. Mais c'est bon, Ah vous avez donné la d'accord, bonne réponse, vous avez donné la bonne réponse, donc c'est bon. d'accord, oui, bah, c'est vrai que la Par question, chance. oui, parce qu'on parle de la marine à voile, de la marine à vapeur. Ah, c'est bien vu, c'est votre côté, votre sensibilité artistique a primé sur la Ouais, perversité d'accord, sexuelle, c'est bien. d'accord, oui, bon, bah, voilà. Bon, en tout cas, je suis hétérosexuel, si ça peut Voilà, répondre à la question. c'était effectivement la question, bravo. Alors, plutôt français ou européen? Français, bien sûr. Un Français Mhm. dans l'Europe, mais D'accord. certainement pas un Européen anciennement français, Ah un non. Français Un Français en Europe, évidemment, puisque la France est en Europe et ça, il s'agit pas du tout de le renier ni de le contester et cetera. Je considère que les autres pays européens, nos les nations voisines sont vraiment nos sœurs, nos cousines. J'ai beaucoup d'affection pour tous les peuples européens, mais ce sont des peuples européens. Des peuples européens et il n'y a pas un peuple européen, mais j'aime beaucoup les Allemands, dans le cadre de mon travail, là, pendant tout l'été, on a eu, beaucoup de touristes, des Hollandais, des Allemands et cetera et c'est toujours un plaisir de les rencontrer, de discuter avec eux, avec nos frères un peu lointains de l'autre côté de la frontière, je les aime beaucoup, c'est souvent réciproque, les peuples s'apprécient entre eux en règle générale, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut fusionner nos nations dans le cadre d'une entité supranationale, puisqu'on y perdrait tous autant que nous sommes, donc je suis un Français, résolument français, qui aime beaucoup ses voisins. Est-ce que vous Et êtes qui est tout à fait originaire... d'accord pour, marchander et commercialiser avec eux, commercer pardon avec eux, échanger avec eux, aller les visiter, les recevoir occasionnellement dans le cadre d'opérations touristiques et cetera, de découvertes culturelles et cetera. Mais, c'est tout. Est-ce Mais que c'est déjà beaucoup. vous êtes originaire de Lorraine, si je me trompe pas, en plus? Oui, je suis Euh, lorrain. c'est ça? Bah, donc, vous parlez peut-être allemand, du coup, non? Enfin, je sais pas, c'est peut-être un cliché, Non, mais... non, non, je parle pas allemand parce qu'en fait, moi, je viens de la partie de la Lorraine qui n'a pas été concernée par l'annexion de 1870. Je ne suis ni alsacien Ah, ni mosellan. Moi, ma famille vient de la Lorraine, de la Meuse. Et essentiellement de Meurthe-et-Moselle. Donc ces 2 départements n'ont pas été concernés par l'annexion. Donc ma famille n'a jamais été allemande. Mais nos voisins immédiats, certaines branches de ma famille, des cousins et cetera, sont des Mosellans de longue date et cetera. Mais non, du coup, je ne parle pas allemand. Mais c'est vrai que dans les usages, de la langue française, du quotidien en Lorraine, encore maintenant, il y a des mots qui alors, sont peut-être pas des mots, allemands à proprement parler, mais qui ont une sonorité un peu germanique, c'est vrai. d'accord, ok, oui, oui, très bien, très bien. Mais j'avais fait une... j'étais suppléant de Pierre-Nicolas Lupes à Toul, pour Oui, les excuses. Meurthe-et-Moselle. Très, très, oui, ben coin, voilà, bah coin très charmant. Toul, Toul, je connais bien, c'est vraiment une belle petite ville, Toul, par exemple. Ok. Il y a Nadine Morano? Elle est pas Ouais, là-bas? elle venait de là-bas, oui, elle était Ouais. députée de la circonscription de Toul, elle avait son siège sa permanence parlementaire là-bas. Oui, oui, c'est là-bas que je l'avais connue d'ailleurs. D'accord. Ok. Que j'ai Que une du... histoire, commune, enfin j'ai une histoire commune passée avec elle. Enfin, Ah, pas vous une avez... histoire, conjugale ni sentimentale, hein. Ah d'accord, j'ai cru. Non, non, Ah là là. une histoire Euh, politique. ok, très bien. Bah, elle a appelé à voter contre nous. Bref. Et on va passer aux questions Oui, polémiques, si vous le voulez bien. Alors, vous êtes oui. plutôt lorrain ou plutôt français? Ah là là, ça c'est une question qui pique, hein. Ah ouais, Je suis un Lorrain dans la France. d'accord. Et Le c'était fait Ivo est que je suis Benedetti, oui? Allez-y. Je suis vraiment français, il y a pas de souci avec ça. Hem, mais c'est vrai que le seul endroit de France où je me sens chez moi, où je me sens comme, libéré d'un certain nombre de mauvaises impressions, c'est quand je suis en Lorraine, quand là je n'y habite pas en ce moment. Je suis un Lorrain de la diaspora, mais lorsque je prends mon auto et que je monte en Lorraine et que je commence à voir les panneaux des grandes destinations, Metz, Nancy et cetera et que plus je me rapproche, plus je vois des destinations que je connais, des noms de communes qui sont bah, j'ai des étoiles dans les yeux et des fous des papillons dans le ventre. Je me sens vraiment chez moi là-bas, Hmm. mais je suis quand même français évidemment, mais c'est vrai que je suis un Lorrain qui, lorsqu'il va en Bretagne, par exemple, a bien conscience d'être en France, mais a aussi bien conscience d'être en Bretagne. C'est pour ça que je ne suis pas du tout, de ceux qui pensent que pour être français, il faut complètement effacer nos spécificités régionales. Je suis comme, le Varese des déracinés qui considère qu'on peut être français
et ça n'empêche pas d'être lorrain, d'être basque, d'être breton, d'être corse même. Il y a pas de souci avec ça, quoi. Français Mais enraciné. je n'en fais pas une revendication politique, qui Mmh. m'amènerait à conduire à militer pour, l'indépendance de la Lorraine et cetera. Non, on n'est pas là Non. du tout, hein. OK, OK. Et c'est Yvan Benedetti avait répondu, français parce que corse. Il avait répondu. Intéressant. Donc c'est pas mal. Ça fait français enraciné également. Ouais. Bah, justement, tiens, allons-y. Régionalisme ou nationalisme? Alors là, nationalisme en l'occurrence, oui, oui, je pense que le cadre national, surpasse les autres et que c'est justement dans mon identité lorraine et dans la fierté que je ressens à être lorrain que je trouve les forces qui justifient le nationalisme français, en fait. Et puis en Mmh. plus, le nationalisme français, c'est une réalité. J'ai beau être lorrain, les Lorrains ont, une aventure commune, des drames communs, des joies communes avec les autres provinces, et cela nous unit par définition. Nous avons vécu les mêmes galères, les mêmes épreuves, dans la nation. Donc, je suis nationaliste. D'abord, je le suis aussi par pragmatisme, parce que je pense que le cadre national, c'est le plus efficace et le plus efficient. Le Mmh. cadre régional, voilà, une région aujourd'hui, comment elle pourrait subsister économiquement si elle était indépendante administrativement? Je ne le vois pas. Comment elle pourrait assurer la pérennité de sa population? Alors qu'une nation, qui plus est une nation comme la France, a la solidité, qui permet d'offrir aux citoyens un cadre solide. Voilà, un cadre solide pour amener le peuple, vers ce qui nous intéresse le plus et qui est la finalité de la vie, c'est-à-dire, vivre une vie heureuse, quoi. Fédéralisme ou jacobinisme? Compliqué. Alors pas jacobinisme, ça c'est sûr, heu, puisque comme le Barès était déraciné et comme tout ce que je dis jusqu'à présent, le fait que tout se décide à Paris me pose quand même un certain nombre de problèmes, même si je peux le comprendre, mais ça me pose un certain nombre de problèmes puisque c'est ce qui contribue à dissoudre un petit peu dans dans la «République» entre guillemets, dans la nation maintenant, les spécificités un peu locales donc pas jacobiniste, pour un sou. Néanmoins, je suis tout à fait, conscient de la nécessité d'un État qui lui sera central évidemment par définition et qui commandera aux destinées globales et où les grandes orientations de la nation seront prises évidemment. Mais si on pouvait à échelle régionale accorder un petit peu plus de liberté, notamment sur le chapitre culturel en tout cas, Mmh. aux régions, je ne serais pas contre, donc voilà. Libéralisme ou socialisme? Alors socialisme non, certainement pas, libéralisme par définition oui, liberté de travail, vivre de son travail, vivre de son labeur sans être, surimposé et surtaxé par un État, glouton, qui redistribue mal cet argent, qu'il nous prend, sans scrupule, dans des proportions beaucoup trop grandes. Donc dans ce cas-là, plutôt pour la liberté d'entreprendre effectivement, donc plutôt libéral de ce point de vue-là, oui. En veillant à mettre un certain nombre de garde-fous évidemment, et pour autant je suis très sensible à la cause des petites gens et j'ai bien conscience que le monde est ainsi fait que des gens auront toujours du mal à s'en sortir et il ne s'agit pas de laisser ses compatriotes, sur le bas-côté, de les laisser crever. Donc je suis pour la liberté d'entreprendre, la liberté de vivre de son travail, en n'oubliant pas d'aider les petites gens qui en ont réellement besoin. Mmh. Vérité historique ou vérité officielle? La vérité historique par définition, puisque comme tout chrétien, il faut tendre vers la vérité d'une manière générale. Mais la vérité officielle, ce qu'on appelle la vérité officielle, c'est peut-être un nom un peu plus péjoratif pour dire, roman national. Le roman national, se compose d'un certain nombre d'épisodes où on va percevoir un certain nombre de ces épisodes de manière un peu romancée, un peu idéalisée. Donc ce n'est pas toujours exactement la vérité historique à proprement parler, mais il est utile pour faire vivre culturellement un peuple de laisser s'inspirer de ce qu'on appelle le roman national. Donc, je suis pour Mmh. la vérité historique en tout état de cause et évidemment parce que il me paraît absolument, insupportable de vivre dans un monde où on sait que certaines choses sont fausses et où on n'a pas le droit de dire qu'elles le sont, où on sait qu'un certain nombre de choses sont vraies, mais on n'a pas le droit de le dire, ça offense notre besoin, notre passion, notre pulsion de vérité et en même temps, je suis d'accord pour des fois, dans le cadre du tissage d'un récit national, historique et cetera, de faire non pas des concessions sur la réalité, mais
de préférer dans ce cadre-ci spécifiquement évidemment, heu, l un certain nombre d'aspects un petit peu plus lyriques, un petit peu plus emportés puisque c'est nécessaire Mmh. aussi. La question faisait plutôt référence à la Shoah, je pense, qu'à un roman national, mais je comprends l'idée. Je Ah plein comprends de choses, l'idée. plein de choses, hein, Vous les avez événements raison. de la Révolution, par exemple, les événements de la Ouais, Révolution, les événements de la Première Guerre mondiale aussi, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de ouais. décisions qui ont été prises au plus haut niveau politique et militaire, dont on sait maintenant qu'elles étaient largement discutables. Mais on continue de présenter un certain nombre d'individus comme Clémenceau, comme étant des grands sauveurs et cetera. Et ils font partie des gens qui, à mon avis, ont fait du mal, pas seulement dans le cadre de la Première Guerre mondiale. Enfin voilà, il y a des gens comme Gambetta, des gens comme Jules Ferry, comme Émile Zola, qui continuent de nous être présentés comme étant des pères fondateurs, et cetera, devant lesquels il faudrait s'incliner, alors qu'on sait très bien qu'en réalité, l'œuvre qui a été la leur, a plutôt précipité la France dans les drames que nous connaissons aujourd'hui. Ils sont plutôt, des acteurs, de notre malheur que de notre bonheur, voilà, mais c'est au sens très global qu'il faut l'entendre. Mmh. Vous êtes IVG ou droit à la vie? Alors là, droit à la vie, ça c'est sûr et certain, oui, oui, droit à la vie. La vie est sacrée. La vie est sacrée, surtout la vie innocente, évidemment. Tout à fait. La vie innocente est sacrée. Euthanasie ou rappel à Dieu? Ça peut pas être l'euthanasie, précisément pour la raison que je viens d'évoquer, donc le rappel à Dieu, en espérant toutefois que lorsqu'il est très douloureux physiquement et psychiquement, on puisse, thérapeutiquement parlant, accompagner le patient, le malade, pour au moins affronter l'épreuve de la douleur, en fait. Mais la solution qui consisterait à l'euthanasier sous prétexte qu'on ne peut plus rien pour lui et qu'il devient encombrant et qu'on a besoin de libérer la chambre d'hôpital pour faire la place au prochain cancéreux, ça me dérange beaucoup. En fait, ça me dérange beaucoup. Toute solution qui expédie un problème par la mort, comme c'est le cas de l'avortement, comme c'est le cas de la maladie, me pose, de très gros problèmes de conscience. Et question pour la peine de mort. Puisque, bah, ça, on en parlera après, je crois. J'ai dit Euh, les vies innocentes, les vies innocentes. Vous avez raison, vous avez raison. Justement, la prochaine question, c'est peine de mort ou perpétuité? Honnêtement, je suis capable de faire une distinction entre les 2, d'insérer, dans cette question, une dualité. Il y a des gens qui méritent de finir leur vie en prison pour ce qu'ils ont fait. Est-ce que pour autant j'ai envie de les voir passer sous le couperet? Pas forcément. Dès l'instant qu'ils vont passer leur vie en prison, c'est suffisant. Si, en plus de ça, on ajoute un système qui va faire en sorte qu'il va assumer financièrement lui-même ses frais, d'internement. Par exemple, en le faisant travailler à l'intérieur de la prison, dans le cadre d'une activité, qui va générer de l'argent par une activité commerciale, par exemple, et cet argent va servir à payer ses frais d'internement, enfin ses frais d'enfermement, quoi. Parce que c'est quand même compliqué de savoir que c'est le contribuable honnête et probablement victime de cet individu qui va payer son hébergement jusqu'à la fin de sa vie. Par contre, pour un certain nombre de crimes, comme typiquement les crimes qui vont toucher, l'innocence, les crimes sur les enfants, la pédocriminalité et cetera, je ne me satisfais pas de savoir que l'individu concerné va simplement passer sa vie en prison. Celui-là, si on me dit que demain il va être raccourci, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Voilà, donc on peut envisager que les 2 peines coexistent. La peine de mort pour les choses vraiment atroces qui offensent notre anthropologie profonde et la perpétuité réelle assumée financièrement par le condamné. Voilà, on peut essayer de jouer un peu sur les 2 tableaux, voilà. Je comprends tout à fait. Israël ou Palestine? Honnêtement, moi, ma ligne, c'est ni kippa ni kéfier, quoi. C'est débrouillez-vous avec vos histoires de voisinage qui nous cassent les pieds, là. Et Mmh. finissez-en vite comme vous voulez, mais finissez-en. Mais évidemment, dignement et humainement. Il ne s'agit pas que l'un des 2 extermine l'autre pour qu'il y ait plus qu'un seul belligérant et donc que ça mette fin à la guerre, mais s'ils pouvaient arrêter de se taper dessus, ce serait bien, mais honnêtement, c'est pas mon combat et c'est pas mon problème. Je comprends. Bah, c'est la position du parti de la France, donc je comprends très bien même. Ukraine ou Russie? Là aussi, c'est compliqué, c'est une querelle de voisinage, qui a des répercussions un peu différentes puisque là, on parle de puissance, de beaucoup plus grosse amplitude. Donc nous sommes concernés au moins par,
par ricochet, ce qui se passe là-bas. Je vais faire une réponse qui va donner l'impression de ne pas vouloir, me mouiller, mais je comprends que la Russie ait eu à un moment donné envie de taper du poing sur la table. Je comprends aussi la résistance de l'Ukraine, je mesure que c'est très difficile pour un pays d'être agressé militairement par un autre. Je déplore que cela soit encore possible, aujourd'hui, mais je ne m'en étonne pas, je le déplore. Je suis admiratif, de la résistance ukrainienne malgré tout. Heu, je suis pour que les Ukrainiens mettent fin à leur guerre avec la Russie et que ça leur coûte le moins possible en vie humaine et en territoire, puisque de toute manière, en tant que nationaliste, je suis obligé à un moment donné de prendre, en compte le fait que l'intégrité du territoire d'une nation, c'est quelque chose d'important et que c'est probablement quelque chose de sacré pour les concernés. Je ne suis pas sûr que ce soit si sacré que ça pour les dirigeants ukrainiens qui m'ont l'air d'être, aussi intéressés par l'Ukraine que les dirigeants français le sont par la France. Mais enfin bon, c'est une guerre tragique, mais c'est une guerre fratricide, entre 2 peuples slaves qui avaient sans doute, mieux à faire que de se taper dessus, donc voilà, c'est compliqué. C'est vraiment complexe puisque là, on touche à de la géopolitique, à plusieurs niveaux qui qui m'interdisent en fait de répondre par oui ou par non, ou par Russie ou par Ukraine. OK. Admiratif du courage des Ukrainiens, même d'une certaine manière empathique, vis-à-vis de ce qui leur arrive. Je suis capable de comprendre, que la Russie ait voulu, montrer les crocs. Elle a peut-être des raisons géostratégiques qui nous dépassent, mais, à un moment donné, il va falloir que Poutine, arrête. Il va falloir que Poutine, prenne acte du fait que ça va pas pouvoir durer comme ça indéfiniment, quoi. Mmh. Assimilation ou remigration? Mais remigration tout de suite. C'est-à-dire, ce débat sur l'intégration ou l'assimilation, c'est n'importe quoi, en fait, honnêtement que Mamadou reste en France, qu'il paye ses impôts avec sa djellaba ou qu'il paye ses impôts avec un un jean, ça ne m'intéresse pas, en fait. Je pense que sa place, c'est dans son pays d'origine, donc c'est rémigration. Peu importe qu'il paye ses impôts et peu importe sa tenue vestimentaire. Les Mmh. assimilationnistes prétendent que s'il abandonne, son boubou traditionnel et qu'il se met avec des baskets et un jean comme nous, et qu'il paye ses impôts, bon, bah, il est le bienvenu. Mais non, ça suffit pas, ça suffit pas, ça ne Bien suffit sûr, pas. Je ne crois pas de toute façon qu'on puisse assimiler des peuples. des peuples ou Des des groupements trop importants d'individus. Donc de toute façon, l'immigration a été essayée, on en a mesuré les conséquences, on en tire maintenant les conclusions, c'est chacun chez soi. Voilà. Très bien. Intelligence artificielle ou intelligence africaine? Compliqué ça, hein. Je pense que les potentialités de l'intelligence artificielle sont plus grandes que celles de l'intelligence, africaine. Mais il y a néanmoins en Afrique, des traditions ancestrales, une certaine forme de sagesse africaine chez certaines tribus, un rapport à la nature, de bienveillance avec la nature, les animaux et cetera, dont on peut aussi s'inspirer, pourquoi pas. Ça ne veut pas dire que je veux que les Africains viennent en France, mais s'ils sont chez eux et qu'ils sont heureux chez eux et qu'ils s'épanouissent chez eux et qu'ils perpétuent leurs traditions, leur culture, leur civilisation, qui ne sont pas forcément, voilà, ça se résume pas à l'excision, j'arrive même pas à dire ce mot, j'ai jamais réussi à le dire L'excision. et voilà, ces choses-là, OK. il y a aussi des belles choses, sans doute, hein, rapport à la nature qui est un peu chez certaines peuplades, voilà, pourquoi pas, mais enfin bon, voilà, rémigration et intelligence artificielle plutôt. Maghreb ou Afrique noire? J'ai vécu en Afrique noire, donc je connais les atouts, les faiblesses aussi, Vous avez vécu dans de quel cet pays par endroit. curiosité? Parce que tout le monde le sait Au pas. Sénégal, D'accord. Sénégal, À Dakar? à Dakar au Sénégal, ouais. OK. Je suis quand même je sais pas en fait, il y a un certain charme à l'Afrique noire aussi, dont je viens de parler. Heu, je comprends nos anciens colons qui ont voulu explorer ce territoire, plein de curiosité, plein d'étrangeté et cetera. Pour le littéraire que je suis, pour le poète que je suis, il y a des charmes à ce qu'on appelle le continent noir et il est vrai que marcher le soir dans une capitale africaine, il y a comme un parfum dans l'air. Il y a comme une espèce d'ambiance, une lourdeur et cetera, assez inimitable que j'ai retrouvé nulle part ailleurs. Pour autant, je Mmh. ne veux pas m'installer en Afrique et je ne veux pas que l'Afrique s'installe chez moi. Et pour ce qui est du Maghreb, je ne le connais pas, mais les échantillons que nous avons chez nous ne me donnent pas, ne me donnent pas envie d'en savoir plus, quoi. Ouais, je comprends, je comprends. Croix de bois ou croix de fer? La croix de bois? Croix de bois.
D'accord. Croix de bourg. Honneur ou fidélité? Eh ben, je vais dire honneur, en ce sens que être fidèle, c'est bien, mais des fois, c'est une question d'honneur de rompre certains serments de fidélité lorsque on les a formulés auprès de gens qui ont trahi notre confiance, et ça peut arriver. Mmh. Donc il y a des gens qui nous ont trahis, il n'y a plus de raison de leur être fidèle, et c'est une question d'honneur, à ce moment-là, de rompre cette fidélité. Donc je vais répondre d'abord l'honneur. Tout est une question d'honneur, en fait. Tout découle d'une question d'honneur, y Mmh. compris la fidélité, qui D'accord. est en fait une sous-section. La fidélité est une sous-section de l'honneur. Donc d'abord l'honneur, ne serait-ce que chronologiquement parlant. Très bien. On va passer maintenant au duel de personnalité et ce sera fini. Il reste plus que quelques questions, on est bientôt à la fin. Vous préférez Jean d'Ormesson ou Jean Jaurès? Honnêtement, les 2 m'indiffèrent au plus haut point, mais je pense que Jean Jaurès a été plus nuisible, finalement, que Jean d'Ormesson, qui n'a été qu'un amuseur mondain de notre époque, qui est parti, un peu discrètement d'ailleurs, il y a quelques années, je crois. Je ne saurais plus dire quand, mais C'est voilà, pas qui avait pendant le un Covid? charme, voilà. C'était pas pendant le Bah, je ne Covid sais ou pas, je me trompe peut-être? je pense que c'était avant le covid, mais je ne suis plus C'est certain, avant? en fait, Ok. peu importe. Mais bon, oui, le personnage était malgré tout attachant, et je sais que c'était un lecteur et un passionné de Chateaubriand. Donc je pense que lorsqu'on est à ce point passionné 27 par ans. Chateaubriand, on peut pas forcément être un mauvais personnage. Donc je vais quand même répondre, Jean d'Ormesson, pour le côté un peu dandy et mondain, inoffensif du personnage. Très bien. Il est mort en décembre 2017, donc c'était un an, 2 ans même avant. Effectivement, le Ah oui, Covid. c'est Effectivement. vieux finalement, hein. Ça va faire presque 10 ans alors. Et ouais, ça passe vite, hein. Maurice Barrès ou Charles Péguy? Oh, compliqué. Eh ben, ce sera Maurice Barrès malgré tout, parce que la Lorraine, voilà pourquoi. D'accord. Joseph de Maistre ou Voltaire? Alors ce sera forcément Joseph de Maistre, Oui. avec un certain nombre de précautions néanmoins, parce que ça ne peut définitivement pas être Voltaire, qui a fait beaucoup de mal, qui était un écrivain effectivement exceptionnellement talentueux, mais qui avait, le mal en lui, la malice, pour mettre ce talent au service, de choses, que je ne peux pas cautionner, voilà. Donc Voltaire, voilà. Et puis ce que j'aime pas chez Voltaire, c'est que il est celui à cause de qui on dit aujourd'hui que la tradition française, c'est l'impertinence, c'est l'insolence, et cetera, et on se réfère à Voltaire. Je vois pas pourquoi on pense que la tradition française, c'est l'insolence et l'impertinence. Je crois pas que ce soit ça, la tradition française. Ça, c'est la tradition voltairienne éventuellement, mais ça s'arrête là, quoi. Hmm. Donald Trump ou Javier Milei? Bah, Trump, par définition, Trump, plutôt Trump, ouais. J'aime bien l'autre aussi, mais bon, il m'a l'air un peu aussi fantasque, sur la forme en tout cas. Mais Trump pour tout ce que ça représente aussi, pour, heu, l'endurance, pour, être capable de revenir sur le devant de la scène après en avoir été écarté, après avoir été sali de 1000 manières. Voilà, c'est une démonstration de courage et de persévérance et de résilience, Trump. On peut C'est s'en vrai. inspirer pour ça, et puis en plus de ça, il dit des choses qui, sur le chapitre de la politique ou de la métapolitique, des idées en soi, dit des choses qui nous parlent quand même beaucoup, quoi. Hmm. Poutine ou Zelensky? Alors, ça peut pas être Zelensky, en fait, que je prends pour un bouffon. En fait, c'est ce qu'il est réellement. C'est un acteur, bouffon, qui a été élu président de l'Ukraine à la faveur d'une élection qu'il a remportée en jouant sur sa notoriété d'acteur de cinéma, d'acteur de série. C'est comme si demain, Cyril Cyril Hanouna, Hanouna. parvenait à être élu président de la République. C'est un peu le même genre de personnage, graveleux, un petit peu grivois, qui se retrouve du jour au lendemain, projeté sur le devant de la scène, et qui se retrouve confronté, en la personne de Poutine et de la Russie, à des gens qui sont réellement des politiques, réellement des chefs d'État, réellement des chefs de guerre. Et on voit que pour, heu, pour présider aux destinées d'un pays, il faut quand même avoir les épaules, il faut quand même avoir les tripes pour le faire. Et manifestement, être un bouffon qui fait du cinéma ou qui fait de la télévision, grivoise, ça ne suffit pas à vous constituer l'armature intellectuelle et morale et nerveuse pour ce faire. Donc, Hmm. je peux pas dire
Poutine non plus, parce que Poutine, après tout, c'est le chef d'État d'un pays qui n'est un pays étranger, qui a des fois eu des propos, un petit peu désobligeants sur nous. Mais historiquement parlant, il y a quand même beaucoup plus d'épaisseur chez Poutine et de la même manière qu'il y a des choses qui peuvent nous impressionner et nous inspirer chez Trump, il y en a aussi qui peuvent nous inspirer, nous impressionner chez Poutine aussi, pourquoi pas. Mais bon, ça reste 2 chefs d'État de 2 pays étrangers, que je regarde comme tels, quoi. Après, c'est vrai que c'est à débattre, mais entre Cyril Hanouna et Emmanuel Macron, je préférais peut-être Cyril Hanouna limite, hein, éventuellement, mais après, c'est en débat, c'est en débat. J'espère qu'on n'aura jamais ce choix à faire, hein. Non, on va choisir entre Jordan Bardella et, bah, ce sera, Gabriel Attal peut-être, on verra, on verra. Bah tiens, justement, Jordan Bardella ou Gabriel Attal? Bah non, c'est Bardella malgré tout. Mais il faudrait quand même que Bardella se ressaisisse et qu'il se revirilise un peu sur le chapitre des idées aussi et du discours. Il est prometteur, mais je pense qu'il est dans les griffes de gens qui veulent absolument le ramener au centre et qui, pour l'instant, il répond à ces sirènes, c'est dommage. Alors qu'il y a un boulevard maintenant pour assumer une politique de droite même radicale, qui s'assume et qui se revendique. Et si quelqu'un doit assumer ce rôle sur la scène politique des gens les plus exposés, ça peut être lui du fait de son jeune âge. J'espère qu'il va se libérer de l'autorité de Marine Le Pen qui, à mon avis, contribue grandement à le maintenir dans cette timidité. Jean-Marie Le Pen ou Jean-Philippe Tanguy? Ça va vraiment être Jean-Marie Le Pen. Le menhir, le roc, incontestablement, pour sa longévité, pour son caractère, pour tout ce qu'il est, pour sa culture, pour son raffinement et pour son courage, évidemment, et pour être l'un de ceux qui, les premiers, ont tiré la sonnette d'alarme. Je comprends. Marine Le Pen ou Dalida? Ou Dalida. la chanteuse Dalida. Oui. Bah, c'est vrai que c'est deux, deux univers tellement différents. Ça implique tellement de choses différentes, je ne sais pas quoi choisir. Je ne sais pas, non, je sais pas. Marine Le Pen, j'imagine, quoi. Marion Maréchal ou Sarah Knafo? Ah bah là, je vais être complètement communautariste et je vais dire Marion. Même si je reconnais à Starac Nafo qu'elle travaille ses dossiers, qu'elle est performante, qu'elle est percutante, etc. Mais à choisir entre Marion et Sarah, je vais choisir Marion, mais il faudrait aussi que Marion s'y mette, quoi. Ok, je comprends. Euh, Benjamin Netanyahou, j'ai toujours du mal à le dire en une fois, ou Éric Zemmour? Ça va être Éric Zemmour, hein, quand même, hein. Éric Zemmour, moi, j'ai aucun. C'est Éric Zemmour, en fait. Oui, je comprends. Mais j'espère que je n'aurai jamais à choisir entre les deux aussi. Oui, effectivement. Charles Maurras ou Louis-Ferdinand Céline? Maurras. Quand même Maurras. Pour la rigueur de la démonstration, pour l'étendue de la culture, pour la plume aussi. Et parce qu'il est de ceux qui ont essayé de maintenir le prestige français, y compris dans sa forme classique et littéraire. Hmm, Là où Céline a été un innovateur dans le style linguistique quasiment, pas seulement littéraire. Il y a des choses très intéressantes chez Céline, mais bon, ça reste beaucoup plus proche de nous en termes d'époque. Ce que j'appréciais chez Maurras, et c'est ce qui fait que, par exemple, Maurras avait tenté de se rapprocher d'Anatole France, qui pourtant n'était pas de son bord politique, mais Anatole France avait un style littéraire un peu classique, un petit peu propre, etc. Et ça plaisait beaucoup à l'école de l'Action française de l'époque. Et j'aime bien l'idée que des gens de premier plan perpétuent les verticalités d'hier, plutôt que ceux qui veulent tout reconstruire. En fait, le style littéraire de Céline, j'ai quand même beaucoup de mal, mais bon, je comprends. Entendu. Louis XVI ou Napoléon? waouh. Bah, Louis XVI, hein, malgré tout. Enfin, Louis XVI, oui, Louis XVI. Même si on connaît ses responsabilités dans les événements qui vont précipiter sa chute, pardon, et celle de la France. Mais Louis XVI, même si j'ai un peu de mal avec la dernière génération là, des Bourbons, moi j'ai plus d'admiration, j'ai plus de passion pour les rois guerriers, quoi. Les rois en Hmm, armure. Les rois en perruque, ça me vend pas beaucoup du rêve. Donc du coup, il y a
un un petit point positif sur Napoléon, en fait, qui était un roi en armure, qui était sur le champ de bataille et cetera. Les perruques poudrées, les salons mondains et cetera, Ouais, je comprends. voilà, la Versailles à la fin, c'était quand même quelque chose de, bon, pas Mmh. terrible. Thomas Joly avec un L ou Thomas Joly avec 2 L? Ah bah, alors Thomas Joly avec un seul L, parce que des fois un L, un seul L, vaut mieux que 2, mais c'est pas toujours le cas. Dans le cas de Simone Veil, il vaut mieux Simone Veil avec Ah, 2 L que celle avec un seul L. Mais dans le cas de Thomas Joly, ce amusant. sera un seul L indiscutablement. Je comprends totalement. Alors j'ai hâte d'avoir votre réponse là-dessus, en tentant de garder mon sérieux. Brigitte Macron ou Jean-Michel Trogneux? Je connais pas Jean-Michel Trogneux, donc j'ai pas trop d'avis sur lui. En fait, la question c'est plutôt est-ce que c'est un homme ou une femme, si vous préférez. Oh d'accord, OK. Alors, Voilà. moi je pense que d'accord, OK. Alors moi je pense que c'est une femme, hein, je pense que Brigitte, malheureusement pour elle, est une femme. C'est pas la plus belle des femmes. D'ailleurs, il suffit de voir les photos les plus anciennes que l'on dispose d'elle, pour se rendre compte qu'elle n'a jamais été très féminine, ni très belle, enfin bref. Mais voilà, je pense pas que ce soit un homme, je pense pas que ce soit Jean-Michel Trogneux et cetera, si c'était le cas, ce serait scandaleux, mais que des gens, le pensent et le disent et embarrassent la Macronie avec ça ne me dérange pas parce que de toute façon la Macronie, c'est le diable sur terre. Alors si on peut lui rendre un petit peu du mépris qu'il nous crache au visage depuis longtemps, en glissant ses petites peaux de banane sur lui et en l'obligeant à se confronter à des rumeurs, aussi dégradantes, et bien, tant mieux, tant pis pour eux et tant mieux pour nous, en plus ça nous amuse. Très bien, très bien. Et enfin, dernière question, le général ou le maréchal? Oh punaise! Waouh! Waouh! Il est sûr et certain que j'ai pas d'hostilité de principe, envers, le maréchal. D'abord pour son passé, pour Verdun, pour ce qu'il a essayé de faire pendant la Seconde Guerre mondiale. Peut-être, maladroitement, mais enfin, il a tenu son poste, il a tenu son rôle. Je pense pas qu'il ait été sénile, je pense pas qu'il était fou, je pense pas que ses décisions étaient absurdes de demander l'arrêt des armes. Je pense qu'il a tenté quelque chose, de réanimer une certaine anthropologie française. Il avait pris des bonnes décisions, il avait tenté de débarrasser l'administration de la franc-maçonnerie, des communistes et cetera. Il avait, tenté de réinstaurer un certain nombre des verticalités traditionnelles de la France. Tout ça me parle énormément et je ne suis pas dupe. Je sais très bien que si aujourd'hui il est tellement dénigré, ce n'est pas parce qu'il a collaboré, avec Hitler et cetera. Ce n'est pas que pour cela évidemment, c'est essentiellement pour cela évidemment, mais c'est aussi parce qu'il a peut-être représenté quelque chose qui était encore français. Quelque chose qui s'est assumé comme français dans un monde dans une France, enfin dans un pays qui voulait s'assumer avant tout comme étant la République française. Il a tenté de réanimer la France au milieu de la République et c'est sans doute aussi cela qu'on lui a fait payer après coup. Heu, donc j'ai une affection en fait pour lui, pour le vieil homme qu'il était devenu, les conditions de sa mort, de sa disparition, le traitement qu'il a reçu. Et en même temps, il y a dans le général aussi quelque chose dont on peut s'inspirer. Il y a du panache, il y a de la culture, il y a du verbe, il y a de l'épaisseur aussi, voilà. Ce sont 2 très grands personnages historiques qui ont été tous les 2 extrêmement influents sur leur époque et sur l'époque qui a suivi. Donc, nous sommes de toute façon, nous, petits, très peu de choses face à des personnages de cette dimension, qui ont vécu à des époques d'une telle complexité, d'une telle rigueur que c'est difficile aujourd'hui d'avoir un avis catégorique et définitif sur chacun d'eux. On ne peut avoir d'avis que nuancé sur eux et je sais que la nuance est très mal vue, surtout sur le maréchal, mais je dis que il y a à prendre dans les 2 et il est hors de question, en tout cas, que je me joigne à la meute qui prétend que le maréchal était un suppôt du diable ou un nazi. Tout ça, ça n'a aucun sens, en fait. Donc donc mémoire, souvenir et respect, au maréchal, sans oublier que le général a aussi, joué sa carte. Très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup, Jonathan Sturel, pour avoir répondu C'est à mes moi. questions.